Il est mardi matin, il est encore tôt, enfin tôt au moment où je tourne cette vidéo, le café est encore brûlant, et pourtant on a déjà l'impression d'être vendredi soir après 3 coupes de champagne. Ou 2 bouteilles carrément. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 24 heures, Wall Street nous a fait un show qui en dit long sur le reste de la semaine. Le Nasdaq a finalement craqué après 13 séances de hausse. Tim Cook vient de raccrocher les gants d'Apple après 15 ans de règne et Kevin Warsh s'apprête à monter sur le ring de la Fed avec un discours qui a déjà fuité. La marine américaine a raison des cargos dans le golfe d'Oman comme si on jouait à Battleship grandeur nature. Et Avis, oui, Avis, vous savez, le loueur de bagnole, a fait x6 en un mois sans même avoir annoncé la création d'un data center sous le capot de ses Yaris. Et on n'est que mardi matin. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 21 avril 2026 et le détroit d'Ormuz est fermé. Ouvert. Non, fermé. Bon, je vais checker les heures d'ouverture sur Google et je reviens tout de suite. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors on va rembobiner la cassette dans le magnétoscope. Vendredi soir, on bouclait la semaine avec un S&P 500 qui crevait le plafond, un Nasdaq en pleine extase mystique et un SOX tellement haut qu'il lui a fallu lui mettre un masque à oxygène. L'Iran fait des courbettes diplomatiques, le détroit d'Ormuz était rouvert et on se serait presque cru en vacances tellement tout allait bien. L'IA dominait toutes les conversations, la tech dansait sur les tables et la guerre iranienne avait déjà été rangée dans la cave, dans une grosse boîte en carton étiquetée « Détail historique, ne pas rouvrir ». Pas comme le Détroit. Sauf que depuis l'invention du calendrier, après le vendredi vient toujours le week-end. Et depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, chaque week-end est une vraie session de montagne russe. Pendant que vous hésitiez entre côte de porc ou merguez, ou côte de porc et merguez, pour le barbecue, Téhéran est revenu sur sa parole. La Navy a gonflé les muscles et Trump a posté sur Truth Social qu'il n'avait aucune intention de prolonger la trêve qui expire demain soir. Résultat, lundi matin, l'apéro barbecue s'est transformé en salle d'attente chez le dentiste, beaucoup moins drôle. Le WTI avait repris 5% sur le week-end, la volatilité qui dormait en position fœtale depuis des semaines a rouvert un œil, pas comme le Détroit. Et hier soir, le WTI finissait à 87,42, mieux qu'il y a une semaine, d'accord, mais toujours pire que ce qu'on payait au début de l'année. Le S&P 500 a lâché 0,24 hier soir, le Nasdaq 0,26% de baisse et le Dow Jones a terminé en jouant à 1, 2, 3 soleils comme une statue de cire chez Madame Tussaud. Pas l'apocalypse, juste un petit frisson. Le Nasdaq a quand même cassé sa plus longue série de hausses depuis 1992. Quelle tristesse! L'époque où les modems faisaient crouic, crouic, crouic. Et oui, il fallait 3 heures pour afficher la page d'accueil de Microsoft. La VIX de son côté, elle a repris 8,1% à 18,89. Rien de dramatique, mais ça remonte un petit peu. C'est juste la petite lumière qui s'allume dans l'avion, celle qui fait ding et qui précède la voix du commandant de bord qui vous explique qu'on va traverser une zone de turbulence et qu'il vaudrait mieux ranger les plateaux juste avant que toutes les lumières s'éteignent et que les hôtesses commencent à voler dans l'avion. Mais si on gratte sous la carrosserie de l'indice, c'est là que ça devient intéressant. 0,25% de baisse sur le S&P, en langage boursier, ça s'appelle un ajustement de position, une de ces expressions inventées pour rassurer les clients quand leur portefeuille pleurniche en silence. Sauf que sous le capot, les fameux magnifiques, les Magnificent Seven, se sont pris un petit coup de mou, un tout petit. Meta d'abord qui a lâché 2,56% après une info de Reuters qui annonçait une nouvelle charrette de licenciement prévue pour le 20 mai. C'est amusant parce qu'habituellement, quand Meta licencie, le marché est plutôt content de ce genre d'annonce. La boîte à Zuckerberg s'est même fait une spécialité de la lettre de rupture envoyée un dimanche soir à 23h. Et cette fois, non, le public n'a pas ri. Netflix a reculé encore de 2,5%, on est à près de 12% de baisse depuis les résultats de l'annonce du départ de Reed Hastings, et à ce rythme, la plateforme va bientôt nous proposer un documentaire sur sa propre dégringolade qu'on pourra binge-watcher en 2 nuits avec un paquet de popcorn, 3 litres de glace au chocolat avec des morceaux de pistache à l'intérieur.
Alphabet, Google reculent de 1,25%. Eux, ils sont plombés par la double info Apple Anthropic sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Et à l'autre bout de la table, Marvel bondissait encore de près de 6%. Après les 60% qu'ils ont déjà pris depuis le 30 mars. Parce que Google serait au conditionnel en discussion pour le développement de 2 nouveaux processeurs IA. Conditionnel, ça fait plus 6%. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer lors de l'officialisation du deal. Dans l'IA, aujourd'hui, tout le monde discute avec tout le monde. Plus personne ne sait qui vend quoi, à qui achète, qui fabrique et qui consomme. On fait juste tourner la cagnotte comme une partie de Monopoly où tout le monde serait la banque. Et pendant que Wall Street faisait semblant de souffler, le SOX, l'indice des semi-conducteurs, alignait sa 14e séance de hausse consécutive. Alors oui, hier soir, c'était plus 0,2%, d'accord, mais c'est quand même une hausse. On n'avait plus vu ça depuis 2014. Plus 35% depuis le 30 mars, c'est la meilleure performance sur 14 jours depuis octobre 2002. Oui, quand Alan Greenspan était encore aux commandes de la Fed, que Kodak vendait encore des pellicules et qu'on pensait tous que Nokia était éternel. Chaque soir, nouveau record. Heureusement que cet indice ferme le week-end, sinon on aurait déjà atterri sur la Lune. Venons-en maintenant au feuilleton du jour, le détroit d'Ormuz, épisode 147. Plusieurs incidents au large d'Oman ont crispé les marchés. Un pétrolier s'est fait approcher puis prendre pour cible par la marine iranienne, ou ce qui reste de la marine iranienne, puisque Trump a annoncé que c'était fini, que c'était plié. Un porte-container a été touché par un projectile non identifié. En langage militaire, ça veut dire « on ne sait pas, mais quelqu'un a dû nettoyer un canon et le coup est parti tout seul ». L'Inde signale aussi que certains de ses navires ont essuyé des tirs. Bref, le golfe d'Oman ressemble plus à une partie de paintball où tout le monde aurait oublié qu'il y a des règles. Là-dessus, Trump, grand metteur en scène, annonce sur Truth Social qu'il ne prolongera pas le cessez-le-feu au-delà de mercredi soir. Sauf que, et c'est toute la question, on se demande si on ne va pas encore avoir droit à un épisode de sa série préférée, le Taco, Trump Always Chicken Out. Je menace, tu ne cèdes pas, je me dégonfle, je remenace, je me redégonfle. Reste à savoir qui, dans l'entourage du président, va prendre des positions sur le pétrole dans les 48 prochaines heures et dans quel sens. Comme ça, on saura ce qu'il va faire et ce qu'il va dire dans les minutes qui suivent. Oui, parce qu'en général, c'est à ça qu'on repère la prochaine déclaration de Donald Trump. Mais comme dans toutes les bonnes séries américaines, on a réussi à renverser la vapeur en fin de journée hier, histoire de ne pas aller se coucher fâché. Hier soir, le New York Times rapporte que selon des sources proches du dossier, c'est-à-dire selon quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a bu un café, quelqu'un du bureau ovale, de nouvelles négociations USA-Iran pourraient se tenir à Islamabad avec une délégation iranienne envoyée sur place. De quoi relancer l'espoir d'une issue diplomatique à court terme et de quoi fantasmer un bref instant. Et si l'Iran renonçait finalement à l'uranium en échange de quelques éoliennes et quelques panneaux solaires gracieusement fournis par l'oncle Sam? On peut rêver, on peut rêver. Ou alors, scénario beaucoup plus réaliste, on finit sur un statu quo total, les cinglés qui gouvernent l'Iran restent au pouvoir avec un bras et une jambe au moins ici et là, l'enrichissement de l'uranium continue tranquillement, mais sous supervision. Trump aura donc grillé quelques dizaines de milliards pour redessiner la carte de l'Iran, sans grand résultat, et il attendra novembre pour se faire démonter par ses propres électeurs qui ne sont pas contents. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que si Hormuz rouvre, peu importe la manière, les 8000 points sur le S&P 500, c'est dans la poche. En Europe, la journée a été nettement moins fun, le CAC 40 a cédé 1,12%, le DAX 1,15, Milan 1,36, le SMI 1,06. Il n'y a que Londres qui limite à la casse à cause des pétroliers. Oui, parce qu'en Europe, personne n'a reçu le SMS du New York Times sur les négociations à venir. Les négociations, je précise, au conditionnel, potentiellement, éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr. Bref, pendant que l'Europe se dégonflait comme une baudruche, l'Asie digérait un sushi géopolitique plutôt indigeste, Trump claquait la porte sur la prolongation du cessez-le-feu, J.D. Vance s'envole pour Islamabad, ce soir ou demain matin, accompagné de Jared Kushner et Steve Witkoff, le trio star du « on va régler ça entre gars sérieux, entre bonhommes », une déclaration iranienne dont personne ne connaît le chef de file est censé les rejoindre, et ils vont sans doute boire du thé, faire un poker et repartir fâchés. Pendant ce temps, le Brent flirte toujours avec les $95. Le Nikkei, lui, avance sur des œufs, au plus haut de tous les temps, mais sur des œufs quand même. Bon, il faut dire que le cœur de l'indice balance entre les exportateurs qui adorent un yen faible et les importateurs qui détestent un baril trop fort. La Chine regarde la tech américaine avec envie, mais recule quand même légèrement, parce que Xi Jinping préfère quand le détroit d'Ormuz est ouvert, il l'a fait savoir hier, même si sa déclaration a eu moins d'écho qu'un tweet de Kardashian.
Hong Kong ne fait rien et côté matières premières, l'or est à 4816. Le WTI est donc à 86,69 à l'heure où je vous parle, jusqu'au prochain post de Trump sur Truth Social. Le Bitcoin est au-dessus des 75 000 dans un calme olympien. Pas de volatilité, tout le monde est sûr que ça va monter. Bref, le vrai sujet du matin reste quand même le même qu'hier. Est-ce que Hormuz rouvre ou est-ce qu'on reste sur le qui-vive jusqu'à mercredi minuit avec feu d'artifice à la clé? La réponse se trouve bien sûr dans la tête de Trump et dans les soi-disant négociations des 48 prochaines heures. Il faut avouer que ça va être serré pour boucler avant la nuit de mercredi à jeudi, mais on peut déjà prendre les paris. Trump va sûrement nous sortir un taco, comme il en a le secret, et prolonger la date de la fin du cessez-le-feu. Et maintenant, place au gros morceau. La grosse nouvelle du jour, celle qu'on sentait venir quand même depuis des mois, Tim Cook plie bagage. Le CEO d'Apple quittera officiellement son poste le 1er septembre pour devenir chairman exécutif, un titre honorifique qui, en entreprise, signifie en général on lui a donné un beau bureau avec vue sur la mer, on lui dit merci tous les matins et il continue à toucher des bonus. Tim Cook, c'est 15 ans de règne après Steve Jobs, 15 ans, et le bilan objectivement donne quand même le vertige. Une capitalisation qui est passée de moins de 350 milliards au décès de Steve Jobs à 4000 milliards aujourd'hui. Un cours de bourse qui a pris 1932% sur la période, contre 500% seulement pour le S&P 500. Autrement dit, Tim Cook, c'est le type qui a transformé une marque de produits électroniques en une machine à cash comparable au PIB de l'Allemagne. Pas mal quand on se rappelle qu'à l'époque de sa nomination, la presse le présentait comme un simple gestionnaire de chaîne de logistique, le gars de la supply chain, celui qui s'occupait des caisses et des conteneurs. Son successeur, John Ternus, n'est pas un parachuté qui vient de nulle part. Il est entré chez Apple en 2001. Il a bossé sur l'iPad, sur les AirPods et plus récemment, il a piloté le projet MacBook Neo, le portable low cost qui a bluffé tout le monde par l'explosion de sa demande. C'est pas vraiment un gars du marketing, c'est pas un financier, c'est pas un avocat, c'est un ingénieur hardware pur jus. Et ce choix, à lui seul, est un message envoyé à Wall Street. Bon, on arrête de bricoler sur du service et on revient au produit. Parce que voilà, Jobs a inventé le smartphone, il a inventé le « ceci est une révolution », Cook a inventé les services, l'App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, bref, les fameux abonnements qui vous ponctionnent 9,99 tous les mois sans que vous sachiez pas trop ce que c'est. Ternus, lui, il est censé inventer la manière de faire du pognon avec l'ère IA, un programme ambitieux, très ambitieux, surtout quand on sait qu'il va d'abord falloir survivre au fiasco d'Apple Intelligence, annoncé en grande pompe en 2024, repoussé en boucle pendant 2 ans, et qui doit finalement débarquer en septembre avec un Siri propulsé par Gemini. Oui, vous avez bien entendu, Apple va faire tourner son assistant maison avec le moteur de Google. C'est un peu comme voir une Ferrari poser un moteur Renault dans ses bolides. Soit on applaudit la lucidité, soit on se demande sérieusement ce qui s'est passé à l'étage du marketing. Le titre n'a rien fait en after hours, rien. Pour l'instant, le marché regarde, bras croisés, il applaudit pas, mais il ne vend pas non plus. Et puis alors, aujourd'hui à 10h, heure de Washington, Kevin Warsh passe l'audition de sa vie devant le Sénat pour être confirmé à la présidence de la Fed. Et comme c'est devenu une tradition nationale à Washington, ces remarques ont fuité hier à plusieurs agences de presse. Transparence moderne, on connaît désormais le discours avant qu'il soit prononcé. Le message central, le slogan du jour tient en une seule phrase, l'inflation est un choix et la Fed doit en assumer la responsabilité. Traduction pour le grand public, on arrête de chialer sur les chocs d'offres, les ruptures de chaîne d'approvisionnement et les méchants poissons rouges qui bloquent les ports. Selon Warsh, c'est la Fed qui a laissé filer l'inflation et c'est la Fed qui va assumer. Joli coup de pied dans l'héritage Powell avec le sourire en prime. On commence donc en fanfare. Deuxième pilier, la Fed doit rester à sa place. Pas de politique sociale, pas de climat, pas de régulation bancaire au-delà du strict mandat. Warsh veut une Fed plus sobre, plus recentrée, plus humble. Une Fed qui se lève tôt, qui boit son café noir et qui reste bien taiseuse. Troisième point, et c'est peut-être le plus piquant, Warsh ne voit absolument aucun problème à ce que des élus s'expriment publiquement sur les taux. Joli call de lèche-botte. Autrement dit, quand Trump tape sur Powell depuis Truth Social, pour Warsh, c'est de la saine pédagogie démocratique. On aura le plaisir de voir ce qu'il en pense dans 18 mois, quand ce sera lui qui ne baissera pas les taux assez vite. Aujourd'hui, l'inflation tourne autour de 3% contre 2% target et elle n'est plus passée sous les 2% depuis 5 ans. Le marché a déjà pricé 0 baisse de taux jusqu'à cet été.
Selon les experts, le vrai test du jour sera de voir comment Warsh va parler de la gestion d'un comité du FOMC fracturé. D'un côté, Myran, le devige pro-Trump qui veut baisser à tout prix, et de l'autre, les faucons, les colombes, les faucons pigeons, bref, toute la volaille monétaire qui peuple le FOMC. Dernier détail qui pique, Warsh n'est toujours pas confirmé. Un sénateur républicain refuse de bouger à moins qu'une mystérieuse voiture noire ne vienne lui passer dessus, alors qu'il se rend au Sénat à pied. Le mandat de Powell expire mi-mai. S'il n'est pas confirmé à temps, Powell restera chairman pro temporis. Scénario hautement improbable, mais pas impossible et qui plairait autant à Trump qu'un Iranien qui se moquerait de lui sur X. Chapitre suivant, vous avez adoré les délires d'Allbirds, le vendeur de chaussures en laine qui s'est subitement reconverti en spécialiste de l'IA. Alors vous allez adorer ce qui se passe sur Avis. Oui, Avis, le loueur de bagnole. Hier, le titre a pris encore 23% pour finir à 608 $. Je rappelle, le 20 mars, l'action valait 100 $. En un mois, c'est du x6. Et pourtant, aussi fou que ça puisse paraître, Avis n'a pas annoncé l'ouverture d'un data center intégré dans la boîte à gants de ses véhicules. Mais alors, que se passe-t-il ? Eh bien, explication rapide pour les plus curieux. Deux investisseurs, SRS Investment et Pentwater Capital, détiennent à eux deux 71% des 35 millions d'actions en circulation. Mais avec tous les montages produits dérivés, options et autres artifices financiers mis en place, on peut raisonnablement dire qu'ils détiennent en pratique 100% du flottant. Or, et c'est là que ça devient drôle, le niveau des shorts était proche de 100%. Est-ce que vous voyez le problème ? Les vendeurs à découvert doivent donc inévitablement se racheter, mais comme il n'y a plus d'actions à acheter, ils sortent les rames et ils rament super fort. C'est GameStop 2021, c'est Volkswagen 2008, c'est Hertz 2020, un short squeeze de chez Short Squeeze, version V8 essence de 7 litres 4. Avis pèse désormais 21 milliards de capitalisation avec 25 milliards de dettes au bilan. Et petit détail croustillant que j'adore, Jagdeep Pahwa, le patron de SRS, donc l'un des deux types qui détiennent tout le flottant, est aussi l'executive chairman d'Avis. Conflit d'intérêts, vous dites ? Non, mais quelle idée ! On n'est plus à un scandale près, de toute façon, dans ce marché. Je ne sais pas où en sont les shorts aujourd'hui, mais ça me rappelle quand même une citation qu'on m'avait apprise le jour où j'ai débarqué dans une salle de trading il y a très longtemps. La bourse n'apprend rien et elle oublie tout. Et depuis plus de 35 ans, ça se vérifie à chaque cycle et sans doute pour 35 ans encore. Et parce qu'une journée sans IA n'est pas une vraie journée, voici le plat de résistance. Amazon va injecter 5 milliards supplémentaires dans Anthropic avec une option sur 20 milliards de plus. Ça s'ajoute aux 8 milliards déjà engagés. En échange, Anthropic s'engage à dépenser plus de 100 milliards sur AWS dans la décennie à venir et sécurise jusqu'à 5 gigawatts de plus Trainium fabriqués par Amazon. Je ne sais pas si vous suivez, mais ça veut dire que Amazon donne du cash à Anthropic, qui reverse du cash à Amazon, qui fournit des puces à Anthropic. C'est un trouble en fait. À la fin, personne ne sait vraiment qui paye qui, mais tout le monde est content. Et pour bien prendre la mesure, le run rate de revenus d'Anthropic est passé de 9 milliards fin 2025 à plus de 30 milliards aujourd'hui. OpenAI fait environ 2 milliards par mois, soit 24 milliards annualisés. Autrement dit, Anthropic est en train de doubler son grand rival historique. Et c'est pas tout, Anthropic a étendu son accord avec Broadcom pour 3,5 gigawatts de TPU Google à partir de 2027 et Amazon a pris 2,4% en after hours. Le message est clair comme de l'eau de roche, dans la guerre de l'IA, on n'est plus dans une course au modèle, on est passé à la course au gigawatt et au wafer. Celui qui contrôle les gigawatts contrôle l'inférence et celui qui contrôle l'inférence contrôle la marge. Amazon, Microsoft et Google sont en train de se partager la prochaine décennie à grands coups de capex. 200 milliards chez Amazon cette année, la majorité dédiée à l'IA. La nouvelle guerre froide se joue dans la salle des serveurs et le thermomètre monte. Côté résultat, la journée sera copieuse avant l'ouverture au menu United Health, Danaher, GE Aerospace, 3M, Northrop Grumman, Halliburton et RTX Corp. Mais le vrai feu d'artifice, ce sera demain soir avec Tesla qui publiera et le cessez-le-feu qui prendra fin en même temps. Mon petit doigt me dit qu'on va pas beaucoup dormir dans les 36 prochaines heures. Côté macro, on guette les retail sales américains et le ZEW en Allemagne. Et en Europe, les retail sales, c'est l'indicateur clé qui vont nous dire si le consommateur américain encaisse bien la hausse des prix de l'énergie ou s'il commence à se mettre en PLS. Et puis, petit bonus statistique qui fait froid dans le dos, en mars, le nombre de vendeurs de logements a dépassé celui des acheteurs de 43%. Le record historique est à 45% établi en décembre dernier et un an plus tôt, on était à 28%. Si vous cherchez un vrai signal sur l'état de santé de l'économie américaine,
il est peut-être là. Et pas dans le rallye de Avis et pas dans les tweets de Trump. Là, sur le marché immobilier, silencieux, discret et flippant. Voilà, aujourd'hui on attend Warsh cet après-midi. On attend aussi la prochaine crise de nerfs de Trump cet après-midi et une autre ce soir. Et on fait semblant de s'intéresser au trimestriel qui tombe tout en sachant pertinemment que les vrais gros chiffres, les lourds, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain et pour la semaine prochaine. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, il y aura webinaire en ligne chez Swissquote avec Marco Restaldi et moi-même. On va décortiquer le marché du pétrole en 2026, analyse macro et stratégie, et il y aura largement le temps et la place pour répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, l'inscription est gratuite et le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous encourage à liker la vidéo, la commenter, la partager pour ne pas rater la suivante et me faire plaisir. On s'abonne à la chaîne, on active la cloche. Et pour ne pas rater la suivante, eh bien, on s'abonne à la chaîne. Et je suis désolé d'avoir été aussi long ce matin, mais il y avait tellement de trucs à dire que j'étais bien obligé de passer par là. D'ici là, soyez forts et que la force soit avec vous. À demain. Bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.